Sur la question des États arabes, je l'ai un peu évoqué, les gouvernements arabes portent une responsabilité très importante contre les Palestiniens, il faut le dire. Moi, j'ai eu le pire mal à rentrer dans Gaza, et c'est l'Égypte qui en est entièrement responsable. J'ai été coincé presque 2 semaines au Caire, et je vous ai garanti que traverser le Sinaï aujourd'hui, parce que vous allez à Gaza, que vous soyez palestinien ou étranger, dans un sens ou dans un autre, c'est la galère complète, c'est 7 heures à la frontière. Et donc, à aucun moment, mais c'est quelque chose d'ancien, hein, si vous lisez la guerre de 48, par exemple, l'ouvrage d'Ilan Pappé, vous voyez que les armées arabes qui se sont battues en 48 se sont battues pour leurs propres intérêts et jamais pour les Palestiniens, que l'Égypte voulait annexer le Negev et Gaza, elle s'est battue uniquement pour ses intérêts. La Jordanie, qui était la seule armée qui pouvait foutre la pilée à la Haganah, elle se battait uniquement sur le partage de la Palestine, sur le fait que les sionistes avaient violé l'accord secret qui les liait avec la Jordanie. Donc, cette situation n'est pas nouvelle. L'Égypte, il est évident aujourd'hui que si les pays arabes les gouvernements arabes étaient solidaires des Palestiniens, ils sauraient distinguer un Palestinien d'Israël d'un juif israélien, ou ils sauraient distinguer un juif anticolonialiste israélien d'un sioniste. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils s'en foutent, et ils ne le font pas parce que de toute façon, je vous garantis que ce que j'ai vu faire des autorités israéliennes avec les Palestiniens, c'est l'humiliation gratuite, c'est absolument pas la solidarité. En même temps, dans Al-Arab, en langue française, je lisais des articles formidables sur la Palestine. Formidables, avec que j'aurais rien à redire. Il manquait juste un petit article sur la complicité du régime égyptien avec le blocus de Gaza. Sur Israël, pays européen, on est au fond des choses. Hein. Quand on regarde la déclaration Balfour, c'est dès le départ, Balfour est un antisémite. Je suis en 1917, hein, mais ça explique Israël, pays européen d'aujourd'hui. Balfour est un antisémite pour lequel les Juifs sont des pouilleux qui viennent semer la révolution à Londres. Mais en gros, quand il envoie sa lettre à Rothschild, c'est pas tout à fait un choix neutre. Il lui dit que vous allez coloniser le Proche-Orient pour le compte de sa gracieuse majesté. C'est-à-dire que, dès le départ, c'est l'idée de transformer ces parias inassimilables en Europe en colons européens en Asie. Et Israël, aujourd'hui, ce qui est un scandale, dispute les coupes d'Europe de football, elle se produit complètement comme un pays européen, et vit en européen. C'est-à-dire qu'une des solutions serait certainement que Israël accepte d'être un pays du Proche-Orient, donc vivant à égalité avec ses voisins, ce qui voudrait dire reconnaître leurs droits. Et ça, ce serait la négation même du sionisme. Sur les films israéliens, ça nous ramène d'ailleurs à la question du boycott. Ce que demande l'appel international BDS, c'est non pas de boycotter des œuvres israéliennes ou des auteurs israéliens, c'est de boycotter tout ce qui représente l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'à Mosgita, si on veut regarder ses films, ou Roni El-Kabetz, il n'y a pas de problème. Si leurs films sont présentés par le consulat israélien ou par là, on boycotte. C'est la position du BLC, de l'organisme palestinien qui coiffe le BDS, et qui est tout à fait logique. J'ai vu évidemment beaucoup de films israéliens anticolonialistes, j'en ai parlé certains, donc des auteurs comme Eyal Sivan, Adi Mokrabi et tout, il n'y a pas de problème sur le contenu de leurs films. Mais c'est vrai que même un cinéma israélien qui n'est pas anticolonialiste décrit une société malade, décrit une société pervertie. Je veux dire, quand on regarde Amos Gita et Roni El-Kabetz, je ne sais pas si vous avez vu le 7e jour de Roni El-Kabetz ou des choses comme ça décrit véritablement une société malade de la violence, malade de l'intégrisme, malade du sexisme, malade du racisme. Et on en vient à l'histoire des sans-papiers. On a sorti un communiqué de il y a une petite semaine, et on dit qu'on est solidaire évidemment des sans-papiers en Israël comme en France, comme en Europe. Évidemment qu'on est contre Frontex, qu'on est contre le scandale des sans-papiers qui sont enfermés et rejetés à Lampedusa, à Teuta ou à Melilla, aux Canaries. Mais en Israël, il y a quelque chose de pire qui vient de la structure de l'État. C'est-à-dire que l'État se définit comme État juif. Donc, il s'est trouvé que plusieurs dizaines de milliers de Soudanais, d'Érythréens, d'Éthiopiens, traversant au péril de leur vie le désert du Sinaï, parce que là aussi l'armée égyptienne coupe de nombreux crimes vis-à-vis de ces immigrés, est entré en Israël, où les propriétaires d'hôtels et de restaurants ont pu faire baisser les salaires en les employant massivement. Donc on se retrouve aujourd'hui environ avec
60 à 80 000 travailleurs qui ont évidemment le grave défaut en Israël d'être noirs et musulmans, ça fait beaucoup à la fois. Donc, alors qu'il n'y a pas un rond pour l'aide sociale en Israël, ils ont construit une barrière électrifiée qui va de Gaza à la mer Rouge pour essayer d'empêcher ces infiltrés, parce que je prends le vocabulaire officiel, on les appelle des infiltrés, de venir en Israël. Ils ont construit pas loin de Beersheba un des plus grands centres de rétention du monde, le centre de Nolot, qui a 11 000 places. À côté, on est battu, à Marseille. Et puis, Netanyahou a déclaré qu'il était hors de question de scolariser les enfants de ces gens-là parce que ça atteindrait au caractère vif de l'État. Et il y a même eu à Tel Aviv des manifestations racistes au cri de Israël est pour les Juifs, le Soudan est pour les Soudanais. Donc on se retrouve avec le traitement classique que tous les pays du monde occidental infligent, et qui est un scandale absolu aux sans-papiers et aux immigrés, mais il y a en plus la touche État juif et tout. Sur les contradictions de la société israélienne, c'est évident qu'il y en a plein, mais juste, il y a même eu un mouvement dans lequel on a pu mettre un espoir, qui était le mouvement des temples, là, qui a eu lieu en Israël. Dans mon livre, j'ai un article qui s'appelle Sionisme, le livre des classes. Ce mouvement a été important. Il a montré les très graves fractures qu'il y a dans la société israélienne. Il lui a manqué du temps pour faire la jonction avec la question palestinienne, même si il y a eu quand même de ci, de là des petites jonctions qui se sont faites. Il est évident que si Israël se préoccupait de ses problèmes sociaux, les choses pourraient avancer. Le sionisme, il a pour but d'introduire le complexe de Masada, la certitude qu'ont les Israéliens que c'est eux les victimes, que s'ils font la moindre concession, c'est les Juifs à la mer, et donc de ne pas se préoccuper de des questions sociales et se préoccuper uniquement de l'écrasement de la Palestine. Donc il y a l'espoir que les questions sociales deviennent prépondérantes, et pour l'instant, à chaque fois, ça démarre et ça s'arrête.